Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse, votre émission de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Les sujets qui ont marqué cette semaine et qui ont attiré notre attention s'articulent autour du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger de la CEDEAO. Ensuite, la décision du ministère de l'Intérieur de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'autorisation d'exercice accordée à la maison de la presse. Enfin, le prix du Hajj 2024 qui est connu, il est fixé à 3 250 822 francs CFA contre 3 258 733 francs CFA l'année dernière. Pour discuter donc de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maïmouna Diadou, elle est journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à nos programmes. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont décidé dimanche 28 janvier 2024 de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Annonce faite à travers un communiqué conjoint publié simultanément dans les trois pays. Il ressort donc du communiqué, je cite, qu'après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme qui était l'intégration entre les États de la sous-région. Je commence avec vous, Maïmouna Diado. Cette décision des États de l'Afrique, de l'AES, de quitter la CEDEAO, comment vous avez accueilli cette information? Bon, je l'ai accueilli comme tout bon Nigérien, en tout cas qui se soucie de son pays. J'ai été moi-même touchée parce qu'il fallait s'y attendre, parce que c'est pas une surprise, c'est pas une surprise parce c'était que déjà donc c'était déjà prévisible que ça allait arriver. Avec les sanctions qu'a connu le Niger. C'est vrai, il y a eu des coups d'État dans plusieurs pays, mais on n'a jamais vu de telles sanctions imposées au peuple nigérien. 6 mois, les négociations n'ont pas encore abouti à grand-chose. Et le gros problème, c'est que la junte au pouvoir, quand même, les militaires sont en train de faire des pas pour que ces négociations puissent au moins aboutir, au moins alléger. La dernière qui n'a pas abouti, c'était celle de la semaine dernière où la CEDEAO Oui, celle de la semaine, parce que c'est la CEDEAO qui a boycotté, puisque c'est la CEDEAO qui n'a pas voulu venir ici au Niger pour pouvoir discuter. Mais les militaires ont quand même fourni des efforts pour que nous puissions en tout cas sortir donc de cette impasse-là. Mais maintenant, il fallait s'y attendre parce que tout ce que le Niger, les populations, même pas du Niger, les autres populations aussi africaines sont en train d'endurer, ça n'existe en aucun cas dans les textes de la CEDEAO. La libre circulation des biens et des personnes aujourd'hui, c'est en difficulté. Parce que quand vous mettez un pays en embargo, donc vous mettez également sa population en embargo. Vous ne leur permettez pas aujourd'hui, avec la fermeture de ces frontières-là, les allées et retours de ces populations-là. La dernière fois, on l'a vu, c'était seulement des animaux qui étaient à la frontière du Bénin qui ont été refoulés par les Béninois. Donc, tout ça là, c'est vraiment... la CEDEAO a dévié en tout cas de son cahier de charge. Donc, si la CEDEAO a dévié de son cahier de charge, il faut bien sûr que les autres pays de la CEDEAO, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se décident également à donner cette position, à prendre cette position, et ça permettrait peut-être, avec cette position-là, de faire revenir la CEDEAO dans... sur la bonne voie pour que
puisse, parce que c'est dans un an, ce n'est pas encore totalement effectif. Oui. Il faut un an. C'est donc avant les un an, et on espère que la CEDEAO va revenir dans les négociations et pour pouvoir lever toutes sortes de sanctions aujourd'hui. Alors la CEDEAO a dévié de son cahier de charges. Vous, Arimi, pensez-vous que les raisons avancées par ces États de l'AES expliquent profondément leur décision de se retirer même de la CEDEAO? Est-ce que les raisons qu'ils ont avancées tiennent? Formellement, j'avoue, j'ai été surpris de cette annonce. Et ma surprise n'a été que grande quand j'ai compris que c'était simultanément les trois les trois pays sont passés à l'acte vraiment. Je suis surpris parce que il y avait des semblants de négociations en cours. Et d'ailleurs, les responsables, je dirais, les négociateurs de l'autre partie, donc de la CEDEAO, étaient attendus et tout. Le matin au réveil, si je ne m'abuse, on disait même que le ministre togolais était déjà ici. Là, oui. Et donc, j'étais quand même surpris parce que moi, vraiment, je ne voyais pas, je n'ai pas vu sincèrement le retrait venir. Ici même, j'ai eu à le dire à plusieurs reprises. Pour moi, les deux organisations peuvent cohabiter. Trouver des consensus. Voilà, des consensus, mais aussi cohabiter, c'est-à-dire les trois pays peuvent faire une intégration plus poussée que ce qu'il y a au niveau de la CEDEAO, n'est-ce pas? Et peut-être même vouloir engloutir la CEDEAO de par les actes, de par vraiment des actes concrets qu'ils vont poser et tout. Mais je ne voyais pas, je n'ai pas vu ça venir. Et les raisons avancées, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que oui, il y a les sanctions. On souffre encore. Les sanctions infligées dans tous les autres États qui ont connu les coups d'État aussi. Voilà, mais n'oublions pas la CEDEAO des peuples. Si la CEDEAO des dirigeants, des présidents ne marche pas, tout laisse croire que la CEDEAO des peuples peut marcher et c'est aussi la volonté des peuples de part et d'autre de nos frontières. Et donc, j'aurais voulu que ça soit privilégié parce qu'une organisation, quelle que soit la sanction, même injuste qu'on vous impose, bon, si on devait partir, bon, l'OIA, dis-moi, l'Union africaine nous a sanctionnés, l'UEMOA nous a sanctionnés, la francophonie nous a sanctionnés, l'ONU n'a pas sanctionné, mais a posé des actes jusqu'à faire partir quand même notre ministre, a refusé à notre ministre de participer. Donc, c'est dans le cours normal, je dirais, dans le cours normal des choses. Mais bon, c'est déjà acté. Je ne sais pas si c'est définitif. Le texte de la CEDEAO dirait que on a un an pour se retirer définitivement et je comprends parce qu'il y a des actes qu'il faut poser, mais aussi il n'y a pas très longtemps nous avons vu le cas de Brexit, n'est-ce pas, avec l'Angleterre qui a quitté l'Union européenne, mais on ne sait pas si ça va venir ou pas, mais toujours est-il que ça donne à réfléchir parce que d'une manière ou d'une autre, nous serons aussi obligés nous serons amenés tôt ou tard à renouer, en tout cas des relations, ne serait-ce que bilatérales, avec tous les pays aussi qui nous entourent au moins. Vous pensez qu'après peut-être ces un an, ces trois pays reviennent sur leur décision, puissent revenir sur leur décision? Peut-être pas. Peut-être les dirigeants actuels qui ont posé ce acte, l'homme étant ce qu'il y a, rien que pour des questions d'orgueil, c'est parfois compliqué de revenir sur ce genre de décision. Mais c'est des pays aussi qui sont en transition. Est-ce que ceux qui vont les remplacer, qui seront élus démocratiquement, vont vouloir revenir? Dans le cas de la CEDEAO, on connaît un seul cas, la Mauritanie qui est partie et qui n'est plus revenue parce que son départ aurait été une réussite, puisque aujourd'hui ils ont leur monnaie, c'est le Ouguya. Très agréable à dépenser d'ailleurs. Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas, mais l'intégration africaine
que ce soit pour nos dirigeants actuels ou à venir, ça doit être le maître mot. Il n'y aura pas de révolution qui ne passe pas par l'intégration africaine. Alors vous, Ousseini, quelles sont vos appréciations? Cette décision, pensez-vous qu'elle va vraiment impacter même sur ces 3 États? Mais on est déjà impacté, Nafisa. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on souffre. Comme ça, gratuitement. Parce que tout simplement des militaires qui assuraient la sécurité de ceux-là qui ont descendus. Ils ont décidé de prendre leurs responsabilités. Voilà des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Ils se lèvent un beau matin, ils disent, on va les sanctionner. Il faut la démocratie. Tout le monde est sorti pour dire, on est d'accord avec le coup d'État. Parce que tel que les choses la situation qui prévalait en ce temps, oui. Voilà des gens qui sont là, qui se lèvent un matin pour dire, on va les sanctionner. Et en les sanctionnant, on met de côté ce que prévoient les textes même de l'organisation pour prendre des sanctions qui n'ont rien à voir avec ce qui est prévu par le texte. Alors, c'est comme l'a dit Memoun, ils ont donc dévié de leur cahier de charges. Mais on a fait la CEDEAO. Quand les Kounchos ont fait la CEDEAO, là, eux, là, ils étaient où? Les talons, là, ils étaient où? C'était des militaires. Et ils avaient une vision de l'intégration, n'est-ce pas? La libre circulation des personnes, l'intégration économique des pays fondateurs. Voilà des voyous qui vont venir s'asseoir un bon matin pour dire, parce qu'il y a un coup d'État, on va arrêter. Alors que eux, tout ce temps qu'ils sont, ils volent pour rester au pouvoir. Justement, dans un communiqué, même la CEDEAO dit que ces États restent toujours des membres importants de l'institution. Mais des membres importants quoi? Tu m'as chassé, je suis sorti. Pourquoi tu vas considérer que, quand ils ont dit sans délai, ils ont sans délai, ça suppose que à l'instant où la déclaration a été rendue, on est sorti. Non, on est sorti à Mais dans les textes, il y a des clauses. Les sanctions là, est-ce que les sanctions sont prévues par les textes de la CEDEAO? Les sanctions qui ont été infligées au Niger, au Mali et au Burkina, est-ce que c'est des sanctions qui existent? Alors, ils ont pris des sanctions. Les gens ont protesté un peu partout dans le monde. Ils ont refusé de revenir sur les sanctions. Et ils nous imposent en plus des... Comment on appelle ça? Des conditionnalités, des machins, des préalables, pour même négocier avec nous. Jusqu'à vouloir jouer avec la conscience. Est-ce que ces sanctions-là, ce n'est pas des sanctions contre les dirigeants, c'est des sanctions directement qui visent les populations à la base. On est en train de souffrir. Ce qui est injuste. Ce qui est injuste. Mais alors, que quelqu'un vienne sortir et dire non, il y en a. On n'a rien à foutre, on ne paye rien. Donc, on a gelé nos avoirs. Mais c'est une décision très réfléchie. J'ai suivi un entretien avec Alain Foka, du président burkinabé, capitaine, et qui a été très clair. C'est un aller direct, sans retour. C'est un billet simple. Maintenant, que les gens s'agitent pour dire il faut respecter. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas respecté? Pourquoi eux, ils n'ont pas respecté les textes voilà ce que disent les textes en matière de sanctions contre un pays. On n'a pas respecté. Et on dit il faut qu'on respecte. Mais on ne respecte rien du tout. Selon vous, aujourd'hui, ces 3 États peuvent-ils s'auto-suffire pour le besoin de leur peuple aujourd'hui? Nafisa, s'auto-suffire, c'est quoi s'auto-suffire? C'est quoi s'auto-suffire? Produire à manger, non. On a suffisamment de ressources. Parce que tout ça, ça a été mal géré. Les échanges commerciaux internationaux. Mais quel échange? C'est quoi? C'est des conneries. On nous a balancé qu'il y aura des problèmes et tout. Avec il y a le Maroc récemment qui a... Ces 3 pays ne disposent aucun de port. Mais quel port? On commande, non. C'est quand les marchandises viennent. Eux-mêmes, ils gagnent. Ils gagnent à travers le passage de nos marchandises par leur port. Aujourd'hui, par exemple, vous pensez que le Sénégal va compromettre son affaire avec le Mali? Ou vous pensez qu'avec la Côte d'Ivoire, vous pensez que la Mauritanie ne peut pas être à disposition? Vous pensez que l'Algérie ne peut pas être à disposition pour nous permettre d'importer? Moi, j'ai dit, ils vont souffrir. Ils n'ont pas encore fini de lire l'heure.
Ils n'ont pas encore fini de lire les termes de Hussein. Vous, Maïmouna, aujourd'hui, la CEDEAO, 3 pays qui décident aujourd'hui de quitter après la Mauritanie, si je ne me trompe pas. Quel sera le sort de l'institution selon vous? L'institution va se retrouver avec des plumes manquantes. Il y a encore des pays qui... Mais il y a des pays qui sont là, mais ces pays-là aussi, il y a des risques aussi pour ces pays-là de quitter. Parce que quand ça ne va pas, quand tu vois que d'autres pays quittent, ça veut dire que ça ne va pas. Soit la CEDEAO doit revoir sa copie, revoir ses textes, parce qu'on dit que le monde évolue. Et les textes aussi ont besoin d'évoluer. Donc, il y a nécessité de réviser ces textes-là pour pouvoir maintenir ceux qui restent encore au niveau donc, de la CEDEAO. Pour ne pas se retrouver avec la même chose que le G5 Sahel, où avec le départ des 3, ils sont réduits à 2. D'accord. Donc, voilà, alors, moi, en tout cas, ce que je donc, Armi, qu'est-ce que, selon vous, ces 3 États de l'AES que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, aujourd'hui, comment ils doivent œuvrer pour une meilleure souveraineté de leur peuple? Écoutez, déjà avec la création de l'Alliance, voilà, déjà, début. Déjà la création de l'Alliance, parce que par exemple, au plan de la circulation des personnes et des biens, n'est-ce pas? Si nous devons être tournés vers le Togo, par exemple, le Niger donc, a intérêt de passer par le Burkina, le Mali par le Burkina. Si nous devons aller en Mauritanie, c'est par le Mali et le Burkina. Il faut passer. Oui. S'il faut aller par l'Algérie, ainsi de suite. Toujours est-il que une union, c'est toujours bien, à mon avis. Et il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'organisation, d'intégration de trop. Mon seul problème, c'est qu'on a quitté l'organisation qui a 50 ans quand même. Selon vous, ces pays sont allés trop vite en besogne? Je pense que tôt ou tard, dans tous les cas, les sanctions, ce qu'on peut nous faire, on nous a fait. À part ces sanctions, il n'y a rien qu'on puisse nous faire. On a voulu nous faire la guerre, ce n'est pas possible. Et donc, il n'y a que ça qu'on peut nous faire. Et qu'on quitte ou pas, si les sanctions sont maintenues, on continuera à souffrir de la même manière. Justement, aujourd'hui, pour le simple Nigérien, quelle sera la suite si le Niger quitte la CEDEAO avec les sanctions déjà infligées? Quelle sera la suite aujourd'hui? Non, il n'y a rien qui va changer. Parce que le fait que le Niger ne soit pas, ou le Bénin, ou le Burkina, ou le Mali ne soient pas dans la CEDEAO, ne va pas pousser les pays restants de la CEDEAO à lever les sanctions. Mais je pense que c'est quand même une pression. Et moi, j'ai crois beaucoup plus à ça. Ça a dû les secouer sérieusement, qu'ils peuvent accélérer, que ça peut accélérer peut-être les choses. Quand la CEDEAO rend public un communiqué pour dire que non, on peut négocier, qu'on peut faire les choses à l'amiable, je pense qu'il s'agit aussi dans le cadre de la négociation et que peut-être qu'ils vont reculer par rapport à leurs exigences. Et dès lors que je crois que c'est le 28 que l'acte a été posé. D'ici le 27 de ce mois de l'année prochaine. Bon, beaucoup de choses peuvent évoluer. Aussi, l'AES peut grandir. Le Tchad peut rejoindre l'AES, je me dis, mais aussi la Mauritanie aussi. Justement, voilà. Hussein, apparemment, vous vouliez réagir? Je vais réagir. Je dis, on n'a rien à perdre. Tout à l'heure, je n'ai pas fini de répondre à ma question. D'accord, continue. On a les ressources naturelles. On a été spoliés pendant plus de 60 ans par des gens qui sont aujourd'hui désemparés, les puissances occidentales, qui ont exploité nos pays-là. On prend nos ressources, on nous impose leur politique publique. Il faut abandonner de financer l'éducation, il faut abandonner de financer, il faut abandonner la santé, il faut que les gens... Aujourd'hui, le désarroi, c'est dans le camp. On n'a pas décidé de quitter. Nous, on n'a pas décidé. Mais vous ne pouvez pas sanctionner un pays où vous savez directement que c'est les populations à la base qui souffrent de ces sanctions-là. Et vous les maintenez. Et même quand on dit on va négocier, vous faites le dilatoire. On considère qu'un voyou, il ne va pas venir, on va machin, parce qu'en temps, les deux larbins sont allés négocier en France.
Tinubu et comment il s'appelle là, on peut donc dans les jours à venir espérer on voir d'autres n'espère pays rien, intégrés. on n'espère rien. Le président, le capitaine a dit Bien simple, sans retour. il n'y a pas de retour. Merci. On est parti. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Deuxième sujet de ce forum de la presse, dans un arrêté du 31 janvier 2024, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Boubacar Toumba, suspend jusqu'à nouvel ordre l'autorisation d'exercice accordée à la Maison de la Presse. Un comité ad hoc de gestion dénommé Maison de la Presse est déjà mis en place. Alors vous, Arimi, comment avez-vous accueilli cette information ? Homme de médias. Merci, oui, c'est un problème qui se pose depuis un moment, n'est-ce pas? Avant même le coup d'État, le problème était là. Maïmouna en est témoin pour avoir été candidate et n'avoir pas été bien gérée, je dirais, par le bureau sortant du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Oui. Ceci étant, je trouve qu'il y a une intervention un peu vraiment trop poussée du ministère de l'Intérieur. Donc, parce que quand c'est une décision qui regarde toutes les associations, je serais d'accord. Mais justement, Mais là, il y a une focalisation. Quelles sont d'ailleurs les raisons qui ont amené cette décision? Oui, je crois qu'ils sont en dépassement de mandat, n'est-ce pas? Et on a suivi ces derniers temps les organisations socio-professionnelles qui se plaignent de leur situation et tout. Et je crois que, bon, comme c'est des hommes de médias qui ont accès aux médias, qui ont eux-mêmes le micro en main, je crois qu'ils ont été trop vite entendus. Ceci étant, moi, j'aurais voulu d'un recul, vraiment d'un pas du ministère de la Communication et de celui de l'Intérieur pour laisser les hommes de médias gérer les choses. Pour la petite précision, je ne suis avec aucun des camps. Je fais partie de ceux qu'ils qualifient de vieux, des anciens qui les ont laissé faire les choses. Je me retrouve plutôt avec ce groupe-là. Et donc, parce que là, ils se sont focalisés sur une seule organisation. Et je sais que dans notre pays, les associations, les ONG et autres, les dépassements de mandats, on est passé maître là-dedans. Si on doit faire le point pour dire que tous ceux qui sont en dépassement de mandat vont être suspendus, je vous assure qu'il n'y aura pas beaucoup d'organisations qui vont rester debout. Alors vous, Ousseini, quelles sont les autres raisons que vous détenez de cette décision des autorités de suspendre la Maison de la Presse? D'abord, c'est le dépassement de mandat. Comme l'a dit Arimi. Oui, c'est le dépassement de mandat. Mais au-delà du dépassement de mandat, c'est l'opacité dans la gestion de cette structure. Moi, j'ai été membre du conseil d'administration pendant des années depuis sa création. De la Maison de la Presse, bien évidemment, oui. À toutes les assemblées générales, je suis convoqué au titre de l'organisation au sein de laquelle j'ai milité. Mais alors, quand les gens gèrent de manière opaque et que voilà une situation qui se présente, n'est-ce pas? Et qu'on refuse de faire les choses de manière transparente. Moi, j'ai dit, on est dans une dynamique de transparence. Est-ce que les hommes de médias n'ont cherché aucune piste de solution avant d'en arriver à... Quelle piste de solution suppose qu'on implique, qu'on dise? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu une convocation de l'AG, mais qui n'a pas respecté les textes. J'ai cru comprendre qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées sans les organisations, sans l'implication des organisations au départ. Des organisations, j'ai cru comprendre qu'on a créé de nouvelles organisations pour renforcer, alors que les anciennes organisations ont été boutées, n'est-ce pas? Alors, par rapport à tout ça, moi j'ai dit quelque part, il faut mettre de l'ordre. À partir du moment où on est dans une dynamique de transparence, au niveau de toutes les organisations, il y a plein d'organisations, Arimi l'a dit, qui n'ont jamais renouvelé leur mandat. Mais qu'on mette de côté, c'est-à-dire sur la base de tri. Les concernés même. Sur la base de tri, on ne sait pas comment ça se passe. On considère que des structures ne peuvent pas être là pendant des élections, des désignations et tout et tout. Moi,
au moment où j'ai avec le défunt Massalachi, Abdoulaye Moussa Massalachi, à ce moment, c'était transparent, c'était avec, y compris lui, Abdourahmane Ousmane, qui a été aussi président du conseil d'administration de la maison de presse, de la presse, qui a passé la main à Baba Alpha. Ensuite, Baba Alpha a passé la main à monsieur. Donc, si on comprend aussi, aujourd'hui, l'équipe existante a failli. On ne peut pas gérer une organisation fêtière de manière un peu, comment vais-je dire, dans l'opacité. Il faut être clair avec les gens. Il y a des choses, on invite tout le monde, les gens viennent et discutent. Il y avait des assemblées extraordinaires, il y avait des assemblées ordinaires qui étaient tenues à l'époque. D'accord. Armi, vous vouliez... Comme la plupart des associations de notre pays, il y a des démarches à suivre, n'est-ce pas? Même quand un dirigeant d'une organisation ne gère pas bien, il y a des modalités qui sont prévues par le texte pour pouvoir... oui, par exemple, dans la plupart de nos organisations, on dit que quand ça ne va pas et que le dirigeant principal refuse de convoquer une assemblée générale, tel pourcent des organes membres, n'est-ce pas? Puisque c'est une fêtière, donc des organisations membres peuvent convoquer une assemblée générale, n'est-ce pas? Peuvent le faire convoquer. S'ils refusent, on augmente le quota et on dit qu'ils peuvent convoquer une assemblée générale. Donc, de cette manière, les organisations des médias... Et cela n'a pas été fait? Que je sache. J'ai vu les gens très vite aller en besogne, afficher leur parti pris, dire des choses, mais je ne pense pas que cela a été essayé. Et ce qui est... Bon, j'ai appris que c'est des responsables du ministère de l'Intérieur qui vont assurer des personnes qui, a priori, n'ont rien à voir avec les médias. De la presse tout ça, au Niger. Je crois qu'il ne faut pas, la jurisprudence aidant, on ne peut pas créer des trucs comme ça, des dérapages de ce genre-là qui vont faire école par la suite. Donc moi, je pense que très vite, ceux qui sont membres du comité ad hoc là, avec le bureau sortant de la maison de la presse, doivent convoquer une assemblée générale, n'est-ce pas? Peut-être même pour toiletter les textes de cette organisation-là et vraiment se remettre en marche la machine des élections. Comme ça, il peut y avoir un comité constitué des hommes de médias qui vont gérer jusqu'à l'organisation d'une assemblée générale transparente et qui va vraiment faire table rase des actes mauvais qui ont été causés par... Justement, la maison de la presse avait pour mission la défense, la promotion de la liberté de la presse et d'expression au Niger. Vous, Memouna, pensez-vous aujourd'hui que cette décision aura un impact sur le secteur de la presse aujourd'hui au Niger? Bon, je ne peux pas dire que ça aura un impact. Pourquoi? Parce que la maison de la presse, je ne te cache pas, Nafissa, la maison de la presse en tout cas, n'a jamais joué son rôle. Et il faut se dire la vérité. Selon vous, selon moi, oui, c'est selon des constats concrets. Il y a eu en 2019 combien de journalistes qui ont été renvoyés de ces organes-là, qui ont avec la Covid-19. Il y a eu combien de journalistes qui ont été licenciés? Je n'ai pas vu. Pour quelle raison? Par manque de moyens? Par manque de moyens et également à cause de la situation de Covid-19. Je n'ai pas vu là où la maison de la presse quand même s'est levée pour pouvoir défendre donc ces journalistes-là, parce que je fais partie de ces journalistes-là. Et deuxièmement, il faut parler de cette politique qui atteint la maison de la presse. Laquelle? La maison de la presse, la politique politicienne s'est ingérée dans la maison de la presse. Et quand la politique s'invite dans une structure qui est en charge des organisations socio-professionnelles, c'est une division qui est tout de suite constatée. Il y a eu une division au sein donc de cette maison de la presse. Il y a eu la politique qui a géré cette maison de la presse durant plusieurs années et donc il n'y a pas eu également des élections libres, transparentes qui se sont tenues au moment, en tout cas, de la gestion donc, de la maison de la presse. Les responsables de la maison de la presse doivent se remettre en cause, donc, selon... Oui, parce qu'on l'a toujours dit, quand toi qui es censé, c'est parce que c'est la structure, c'est l'association, en fait, c'est la maison fêtière. La maison qui doit faire en sorte que les organisations socio-professionnelles se rencontrent, se retrouvent et
décident ensemble, quand il n'y a pas cette décision d'unité ensemble, ça veut dire que ça ne pourra pas marcher. Il faut se dire les 4 vérités. Je ne suis pas contre X ou Y, mais quand il y a des vérités à dire, il faut les dire. Justement, rien que la semaine dernière, les télévisions, les journalistes des télévisions, des médias publics et privés, autant pour moi, ont, dans une déclaration, décrié leurs conditions de vie et de travail. Mais comment sortir de la crise avec toute cette situation, Ousseini? Sortir de quelle crise? C'est quoi la crise? Parce que les gens ne sont pas payés. Mais alors, moi j'ai dit une chose, et je l'ai toujours défendu. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Les gens mais à qui la faute d'ailleurs, justement? À qui la faute? Mais aux journalistes. Ça, les journalistes, ce n'est pas le promoteur. Mais le promoteur là, si tu dis que tu n'as pas besoin de salaire, pourquoi il va te donner un salaire? Parce que tu es d'accord que tu vas travailler comme ça. Tu es d'accord parce qu'on va te voir à la télé. Et tu es content. Tu vas à un séminaire, on te donne 5 000. Tu es content. Alors, quand on accepte de vivre cette vie, sans se dire que le matin, je dois me réveiller parce que je dois faire le réveil matinal. 5 heures du matin, je vais hériter de mon lit pour venir m'asseoir. Un monsieur, il est là couché chez lui jusqu'à midi, 11 heures. Il ne me paye pas à la fin du mois, mais je suis content. Mais alors, à qui la faute? Mais ils n'ont rien réclamé. Moi, Nafisa, vous savez, le premier travail sur la convention collective, là, moi, j'en fais partie, je faisais partie de l'équipe qui a travaillé depuis sous le règne Barry sur la convention collective. Mais quand j'ai vu, on vient, on dit non, mais il faut qu'on cherche ce qu'on veut dans la vie. Si les gens décident aujourd'hui que les médias les payent, le promoteur là, mais attends, mais c'est pas toi qui vas chercher les infos. Est-ce que c'est pas ces journalistes-là que tu méprises là? C'est pas eux qui vont sur le terrain. Je ne vais pas. Alors, si je dois crever de faim, je crève de faim. Au moins, une semaine, toi-même, tu ne vas rien gagner. Toi, promoteur de médias, tu ne vas rien gagner. Mais si tu refuses de faire, mais c'est quelqu'un, quand j'ai entendu dans la déclaration dire il faut que l'État se mette, que le gouvernement se mette dedans. Mais qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement peut faire dans cette affaire? Oui, mais Mouna, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, en fait, je voulais juste dire que les journalistes, pas tous les journalistes, mais il y a certains journalistes qui n'ont pas d'objectif. Et quand tu n'as pas d'objectif, ça veut dire que tu peux rester plusieurs mois sans être payé, sans agir. C'est quoi agir? Mais c'est un contrat qui me lie avec le promoteur. Mais si, par malheur, moi je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne me payes pas. Mais je me cherche ailleurs. Nous souhaitons et ensuite, je n'ai pas encore fini. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une collaboration qui nous lie. Ça veut dire que tu dois amener ce que tu peux amener. Et moi-même, je vois en termes de... Un truc donnant-donnant. Donnant-donnant. Parce que c'est quoi donnant-donnant? Mais est-ce que selon vous, ça pourrait marcher comme ça? Ça pourrait marcher parce que quand on leur invite à créer certaines choses, à créer des émissions par exemple, à créer beaucoup de productions, à faire en sorte que l'argent que vous ramenez soit remis dans la caisse de la boîte, oui. C'est pour pouvoir vous payer à la fin du mois. Mais quand vous vous retrouvez sur le terrain, parce qu'on vous donne 5 000, on vous donne 10 000, et vous pensez que déjà c'est bon, nous souhaitons, vous pensez ça, donc c'est bon. Nous souhaitons rapidement, Arimi. Oui, c'est juste que il ne faut pas perdre de vue la situation économique de nos médias qui ne sont pas viable au Niger. C'est difficile de trouver une seule chaîne de télévision qui va avoir un bilan positif à la fin de l'année. Moi, j'ai peut-être le privilège, et je ne sais pas si c'est le malheur aussi, d'être de part et d'autre. Je peux m'estimer patron de médias et je suis quand même aussi payé. Mon revenu, c'est quand même... Donc, je sais de quoi il s'agit. Oui. Et notre environnement économique, malheureusement, le politique s'y mêlant, on n'arrive pas à avoir des organes qui peuvent convenablement payer les journalistes, les mettre dans les conditions de travail qu'il faut et en même temps générer des bénéfices. Alors, on a un choix.
Ou on s'occupe de nous-mêmes, ou vraiment on laisse des patrons qui vont essayer de se servir avant de nous servir. D'accord. Mais En fait, c'est pour dire que la situation économique, même avant qu'il n'y avait pas la situation économique, en tout cas, les patrons de ces médias-là, ils se sont amusés avec de l'argent. Nous souhaitons Donc, qu'avec ce comité, ils n'ont pas fait un plan, en tout cas, qui va leur permettre d'aller à la longue, d'avoir une vision pour le lendemain. Nous espérons qu'avec ce comité ad hoc qui est mis en place, que des pistes de solutions soient trouvées pour solutionner le problème du secteur du média ici au Niger. Nous allons marquer une petite pause. Dernier sujet de ce rendez-vous au Niger, le prix du Hajj 2024 est connu. Il est fixé à plus de 3 250 francs CFA. Annonce faite le mardi 30 janvier 2024 par le ministre du Commerce, M. Seydou Asman. Selon le ministre Asman, je cite, c'est après un long processus qui a regroupé l'ensemble des partenaires qu'ils sont parvenus à un prix consensuel inférieur à celui de l'année passée qui était fixé à 3 258 733 francs CFA. Alors, Hussein Issa, quelles sont vos impressions? C'est quoi qui a diminué? C'est combien le montant? Environ 7 000 et quelques, parce que cette année, c'est 3 250 822 francs CFA contre 3 258 773. Donc, un peu plus de 7 000. Où est la différence? Au moins, il y a la différence. Quelle différence? Entre parenthèses, mais l'année dernière, d'ailleurs, officiellement, c'était à 1 400 000 et quelques. C'est revenu, oui. Et puis, ce que je ne comprends pas avec le Hajj, on dit que l'inscription même est clôturée et tout. Et c'est maintenant que le montant est fixé. Mais ceux qui se sont inscrits là, ils n'ont pas payé encore. Mais je ne sais pas. Ça, il faut peut-être... Moi, je pose le problème en termes de... C'est bien beau de venir, parce que j'ai suivi le ministre. Il a souligné aussi que c'est au Niger que le prix même est beaucoup plus... Non, qu'on arrête. Le moins voilà. par rapport... Voilà, c'est moins. Et souvent, il y a même des subventions où l'État karma subventionne, n'est-ce pas? Maintenant qu'on vienne, qu'on sorte pour dire, on a fait des efforts. Après d'âpres négociations, on est parvenu à amener les opérateurs à réduire 7 000 ou 8 000. Où est l'effort? Où est l'effort? Et maintenant, le gros problème qui est devant, le transport. Justement. Parce que c'est ça la difficulté. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui est basé là-bas, à Jeddah, qui m'a fait comprendre que le même avionneur là, on l'a maintenu. Lequel? Le même? Le même, je n'ai pas besoin de dire c'est qui. Justement, mais, oui. Alors, on va créer les mêmes difficultés où quelqu'un va quitter Difa pour venir à Niamey. Et pendant des mois, pendant des semaines, il va rester. Sans pouvoir faire le voyage. Parce que tout simplement, le même avionneur là, rien ne garantit qu'il va être honnête cette année. Alors, quand on ne parle pas de ces questions-là, on dit qu'on a réduit seulement à 7 000. 7 000. 7 000, ça correspond exactement... Non, d'accord, c'est de l'argent, mais 7 000. Dans la sous-région, il y a des pays où... Mais il a été demandé même aux responsables du COHO, la commission à l'organisation du Hajj et la Umrah, de prendre toutes ces responsabilités pour que cette fois-ci, que les choses changent. Selon vous-même, pourquoi l'organisation des Hajj précédentes ne marchait pas ici au Niger? Est-ce que la faute à cette organisation? Mais oui, puisque c'est l'organisation, c'est cette organisation en tout cas qui est chargée de suivre le déroulement du début jusqu'à la fin, en tout cas du Hajj. Et quand l'organisation faille, ça veut dire que ce sont les organisateurs qui ont failli. Mais quelle est la part de responsabilité même des agences de pèlerinage, des responsables? Mais les agences de pèlerinage, la dernière fois, ils ont crié pour dire qu'on ne les a même pas associés à l'organisation d'abord du Hajj. Eux, c'est seulement faire en sorte de connaître le taux des pèlerins à leur niveau et de faire remonter ça
au niveau donc du Coho. Ils ont décrié que c'est parce qu'on ne les a pas associés et concrètement qu'il y a eu certaines défaillances. Et là également, moi, ce n'est pas l'argent qui m'inquiète, mais là également, c'est l'organisation qui m'inquiète. Si je dois payer les 3 millions demandés et qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à aller faire le Hajj, je n'arrive pas à aller, en tout cas, faire le Hajj au niveau de la Mecque, ça veut dire que ça, c'est l'organisation a failli parce que j'aurais pu peut-être mettre mon argent quelque part. Et aujourd'hui, il faut également savoir, est-ce que ceux qui n'ont pas pu effectuer le Hajj des années antérieures, est-ce que ceux-là ont été mis dans leurs droits en leur reversant l'argent qu'ils ont payé. D'accord. C'est ça aussi. Alors, Armi, le prix du Hajj de 2024 est donc connu. Aujourd'hui, quel doit être l'engagement de tous les acteurs concernés pour la réussite vraiment de l'organisation de ce rite? Le Hajj, c'est un des piliers de l'islam. Les pèlerins qui donnent leur argent, ils payent pour aller séjourner en Terre Sainte, prier pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leurs amis et connaissances. Pour cela, ce n'est pas pour rien que le montant là, c'est 2 millions et quelques. Si c'est un vol aller-retour simple, voilà, à 500 000, tu règles le problème. Les gens vont jusqu'à Dubaï à 300 000. Et donc, normalement, on doit amener les gens à temps. Tu payes pour au moins 20 jours francs en Arabie Saoudite. N'est-ce pas? Il y en a qui ont fait 10 jours et qui n'arrivent même pas à faire des parties des rites et tout. Donc, vraiment, c'est de veiller à ce qu'il en soit ainsi. Il y a de l'argent de poche qui est normalement restitué aux pèlerins. N'est-ce pas? Personne ne doit se plaindre que cet argent n'est pas revenu aux pèlerins. Et l'hébergement, n'est-ce pas? Des personnes malades, des personnes âgées, des personnes, on les amène en Hajj, on les met dans des conditions parfois moins que ceux qu'ils ont à la maison qu'ils ont laissé. Les responsables et qui donc doivent les agents veiller à voilà. Maintenant, la responsabilité vraiment du Coho, c'est d'abord les avionneurs. Ils doivent vraiment prendre toutes les dispositions. J'espère qu'avec le nouveau responsable qui a été désigné, n'est-ce pas, il va veiller au grain, et c'est lui-même qui connaît ce que c'est que le Hajj. Et donc, vraiment que les avionneurs fournissent, comme je l'ai dit il y a quelque temps, d'ailleurs, je me rappelle, leur plan de vol dès maintenant. Parce que le Hajj, c'est dans 3 mois, n'est-ce pas? Puisque le Ramadan, c'est dans 1 mois. Et normalement, aujourd'hui, je peux aller sur Internet, réserver un vol dans 3 mois et j'aurai tout mon plan de vol. Où est-ce que je vais faire escale, de combien de temps et à quelle heure je vais arriver à destination. Donc, normalement, les pèlerins doivent être répartis sur des vols. Ils doivent avoir leur billet, leur plan de vol au moins 1 mois avant de partir de Niamey. Armi vient de dire là. Mais Armi me surprend. Pourquoi? Ils doivent avoir leur plan de vol. Mais avec quel avionneur? On est foutu. Est-ce que officiellement les avionneurs n'ont pas été Non, je vais dire une chose. publiés? Moi, j'ai vu un truc où leur Officiellement liste pour a le été... Hajj 2024, on connaît déjà les avionneurs. Oui, on les connaît. Oui, on les connaît. Et qui, tu sais, on connaît c'est qui les avionneurs. Maintenant, comme c'est une affaire de tchoukou-tchoukou, cette affaire-là, c'est dans ça que les gens mangent toute une année. C'est-à-dire... Donc, au Coho, vraiment de prendre ses responsabilités aujourd'hui. On a tout le temps dit ça. Depuis que c'était en pot, l'agence nigérienne, c'était une société étatique, machin étatique. Ça marchait bien. Mais après, quand on a libéralisé le secteur, tout le monde est rentré dedans. Mais parce que tu fais une activité qui s'étale, au bout de 4-5 mois, ce que tu vas gagner là, ça va te permettre de vivre toute l'année. Les pèlerins, souvent, il y en a tout à l'heure, Arimi a dit, il y en a, il ne faut même pas 10 jours. 10 jours. On l'a vu, non? Alors que c'était presque une semaine qui restait. Mais ils vont aller, on dit, il est parti, il est Hajj à l'Hajj. Alors,
pendant qu'on t'a pris tout l'argent, tu as payé en même temps que celui qui est parti, qui a fait un mois. Presque un mois. Un mois. Toi, tu es resté, c'est la dernière minute en catastrophe qu'on va te trouver un avion. Le commissariat donc à l'organisation du Hajj et de la Umrah, vraiment. Ils ont intérêt à créer les conditions pour qu'on arrête cette mascarade-là. Parce que ça chaque année, chaque année, ce sont les mêmes problèmes, le convoyage, moi, j'ai vu des gens, ils vous font pitié. On va les amener à l'aéroport. Ils vont dormir pendant une semaine dans des conditions difficiles, sans pouvoir embarquer dans l'avion. Alors que tu as dit à ta famille que tu t'en vas, tu as quitté. Comment on d'accord, rapidement, on est à la fin. On est là à la fin. Oui, on souhaite que... À la fin, pardon. On va te dire, les problèmes techniques des avions. Non, ça n'a aucun sens. Alors, vivement que tous ces acteurs, que ce soit le commissariat à l'organisation du Hajj, les responsables des agences de pèlerinage, prennent leurs responsabilités pour une bonne réussite de l'organisation du Hajj 2024. Et c'est ici que s'achève le forum de la presse de ce vendredi 2 février 2024. Nos remerciements à nos invités, Memouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. N'oubliez pas le programme des jeunes les week-ends dès 17h avec l'actu des jeunes suivi de Tous à la Fada et les forums à Hausa et Zerma les samedis et dimanches à partir de 18h15. La technique est assurée par Seni Saka, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nefis Adam Sirfa à la modération. Très bon week-end à tous.